Et on avait parlé du fait que on n'a pas le droit de faire. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim en ce qui concerne marchiré ochel nefesh. C'est quoi marchiré ochel nefesh? On sait que pendant Yom Tov, on a le droit de faire des travaux qui concernent la préparation de la nourriture, mais zéro, pas plus, seulement des travaux qui visent, qui ciblent directement la préparation de la nourriture. Rabbi Yehuda, il ne dit pas seulement ça, mais on a aussi le droit et on est autorisé de faire un travail pour l'archir, marchirer ochel nefesh, pour préparer des ustensiles qu'on va utiliser pour la préparation de la nourriture. Par exemple, aiguiser un couteau, ce n'est pas directement préparer la nourriture, mais néanmoins, ça s'appelle marchirer ochel nefesh. Et selon Rabbi Yehuda, c'est permis. Alors lui, Rabbi Yosef, il dit que le Talmid Chacham, il prend son couteau à lui, il inspecte chez lui à la maison, et après il peut le prêter à d'autres personnes pour que d'autres personnes vont l'utiliser. Ça, c'est une bonne solution. Ve'amar Rabbi Yosef, sakin she'amda, un couteau qui a perdu elle est moins tranchante qu'elle devrait être. Son fil. Pardon? Son fil. Ok. Non, c'est que ça. Le fil du rasoir. Elle a perdu son fil. Voilà. Ok. Alors elle a perdu son fil. Azmutar le chadada be Yom Tov. On a le droit pendant Yom Tov de l'aiguiser. Vehane mile hud paska agav durka. Mais à condition que le couteau il coupe, il arrive à couper tout de même. Bedurka, si tu mets de la pression dessus. C'est-à-dire que si le couteau était devenu hors combat, inutilisable, tu ne peux pas l'aiguiser, parce que ça devient un tikkun. Il a simplement, comme tu dis, perdu son fil, il est moins tranchant que normal, là tu as le droit de l'échapper autour et de l'aiguiser. Mais c'est le sakin de qui? De la personne, le sakin d'un type chez lui, c'est un C'est lui, sakin. tout ça. Le couteau que j'utilise pour couper ma viande. On parle de ça. C'est sous-entendu qu'on parle d'un sakin qui va utiliser pour la préparation de la nourriture, pour shrita ou couper de la viande. Darash, Rav Chista. De toute façon, là, pour la shrita, il faut qu'il soit bien tranchant. Bien tranchant. Il y en a qui mettent long ou qui long. C'est une halakha. C'est une halakha. Ah oui, Je ne sais pas faire s'il n'est pas... C'est une halakha. Donc, justement, encore une fois, si le couteau il n'est pas dans cet état, mais il est presque, il a perdu un petit peu de son... On a le droit de l'aiguiser. Parce que ça ne consiste pas d'un tikkun kli. Mais s'il a perdu son habilité de couper, il est devenu... S'il ne coupe pas bien, Oui. il n'est pas cachère. Je vais faire un tikkun. Ça ne s'appelle pas un tikkun quand on parle simplement. Tant qu'on peut trancher avec, tant qu'on peut couper avec, ça ne s'appelle pas un tikkun. Et pas une bête, un morceau de viande. Oui, un morceau de viande. Darash Rav Chista ve'item Rav Yosef. Echad sakin shenifkama, ve'echad shipud shenirtsam, ve'echad grifat tanur ve'kiraim beyom tov. Alors que ça soit un couteau qui a perdu son fil, sakin shenifkama, ou un shafoud, comment on appelle ça, une brochette, c'est le métal qu'on met dans la viande. Alors, si l'extrémité, l'extrémité s'est cassée, la tête s'est cassée, donc c'est difficile de le faire entrer dans la viande, ça s'appelle shfoud chez Nirtsam. Et griffat tanur vekiram. Griffa, ça veut dire enlever les détritus dans le four, l'accumulation de cendres. Alors enlever les cendres, ça s'appelle l'igrof et tanur. Quand on parle de ces trois cas, c'est une marloquette. Si on peut le faire, si on peut faire ces trois actes, pendant Yom Tov, ça consiste en une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Detanya, ein ben Yom Tov le Shabbat, et la ochel nefesh bilvad. On a vu que, selon Chachamim, la seule différence entre Yom Tov et le Shabbat, c'est que Yom Tov, on a une autorisation de ochel nefesh. Mais c'est osé. Tandis que Rabbi Yehuda m'attire af marchirer ochel nefesh, il permettrait
encore une fois, pour lui, l'autorisation de la préparation de la nourriture s'étend jusqu'à la préparation des kélim. Et donc, ce qu'on a dit avant, les taken, la brochette ou le couteau, ou nettoyer le four, tout ça, selon Rabbi Yehuda, c'est permis dans le contexte de marchiré ochen nefesh, que lui, il dit qu'on a permission de le faire. C'est quoi la brochette? C'est pour le chipoud. C'est pour que ça rentre plus facilement dans la viande? Oui, l'extrémité du morceau de métal Ouais, s'est pointe. cassé, la pointe. Ah, Et donc, je ne sais pas quoi il faut. Il est plus pointu, quoi. Le chipoud. c'est pas très cher du tout. Pardon? Si je le fais, c'est ma mâche un petit coup. Non. Si la pointe elle s'est cassée. C'est marloquette. Ben, Rabbi Yehuda, pour lui, ce n'est pas un problème, le Ah. tikkun. Parce que lui, il dit encore une fois, tu peux faire ce que tu as besoin de faire pour marchirer ochen nefesh pendant Yom Tov. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison du Tanakama qui interdit de faire marchirer ochen nefesh, Yom Tov? Pourquoi? Amakra hu levado ya'aseh lachem. Dans le verset dans la Torah qui parle de l'autorisation de préparer la nourriture pendant Yom Tov, alors c'est écrit dans le verset hu levado ya'aseh lachem. Ça et uniquement ça, c'est permis à vous de faire. Hu velo marchirav. Donc les Chachamim comprennent que le mot hu, c'est une spécification. Ça, c'est quoi ça? La préparation directe de la nourriture, mais pas la préparation des ustensiles. Ça, c'est la façon que marche. Les Chachamim, ils abordent le verset. Hu levado, hu velo marchirav. Rabbi Yehuda amarkra, Bokotov. Rabbi Yehuda amarkra, lachem. Mais c'est écrit dans le verset, hu levado yaseh lachem, pour vous. Et Rabbi Yehuda comprend que le mot pour vous, ça veut dire, ça vient inclure les kol tzorkechem. Pour vous, ça inclut tous vos besoins. Alors, c'est quoi tous vos besoins, les kol tzorkechem? Préparation. Même s'il faut marchirer au nefesh, les cachériser, les taken, les rectifier, les préparer, ça c'est inclus dans le mot lachem. Ça c'est la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. L'école. Pardon? L'école. L'école. Oui. Sur l'école, l'école. Tu utilises le mot lachem ou l'école? Quand tu dis lachem, Lachem, ça vient inclure lachem, tout ce qui est sur le mot lachem. Oui, lachem. Tout ce qui est compris dans vos besoins. Vos besoins, ça inclut aussi quelquefois le besoin de rectifier des ustensiles. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça Alors on va voir justement, alors la Gemara dit Vetanakama, ha, ktiv lachem. Qu'est-ce que les rabbanan, eux, ils vont faire avec le mot lachem qu'utilise Rabbi Yehuda? Amar lecha hahu lachem velo lenochim. Ils disent que hu levado yaseh lachem. Quand la Torah nous permet, nous autorise de faire un travail de Yom Tov pour la préparation de la nourriture, c'est seulement pour la nourriture pour nous. On n'a pas le droit Yom Tov de préparer la nourriture, les nochis pour un goy. Et encore, je veux préparer à Yom Tov de préparation pour un autre. Par exemple, chez toi, tu as des invités, je ne sais pas, c'est un invité qui arrive, qui débarque, qui est un goy, pendant Yom Tov. Alors, tu n'as pas le droit, Yom Tov, de préparer une nourriture, un plat, pour le goy. C'est pour ça que vous entendez. C'est pour ça qu'il y a une différence de base entre inviter un goy pour Shabbat et Yom Tov. On peut, s'il y a un besoin, si on a envie, je sais pas, on peut inviter un goy chez nous pour un repas de Shabbat. On ne peut pas inviter un goy pour un repas pour un Yom Tov, pour un Seuda. Pourquoi? Parce que s'il arrive, on a peur que la personne qui est le hôte, celui qui l'invite, il risque de préparer, de l'évacher, de cuisiner pour lui. Il n'a pas le droit. Le Shabbat, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le goy il arrive et il se contente de manger exactement la même nourriture que les Juifs ont mangé, aucun problème. Aucun problème. Donc c'est ça que les Chachamim, ils utilisent le mot lachem pour comment dire, restreindre l'autorisation de cuisiner uniquement aux Juifs et pas aux Goïs. Il y a marqué lachem et l'olenochi. Non, c'est pas marqué dans la Torah, c'est la dracha dans la Gemara. Lachem et l'olenochim, c'est pas dans la Torah.
Ve'idach, et l'autre, c'est qui l'autre? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Nami haktiv hu. Qu'est-ce que lui il va faire avec le mot qu'utilisent les Chachamim qui disent hu, spécifiquement ça? Ça c'est permis et pas quelque chose d'autre. Hu, chaque fois qu'on a un truc spécifique, ça vient par définition exclure quelque chose d'autre. Moi j'aime ça. Alors si je dis j'aime ça, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime pas. Alors pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec le mot hu? Parce que, encore une fois, Chachamim, ils ont utilisé le mot hu pour que c'est uniquement ça, la préparation de la nourriture qui est permis pendant Yom Tov, mais pas la préparation des ustensiles. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda il fait le mot hu? Alors, Amar lecha ktiv hu ou ktiv lachem. Alors Rabbi Yehuda il dit, écoute, en fin de compte, il y a deux mots qui semblent se contredire. Parce que le hu, ça dit uniquement, tu peux uniquement préparer de la nourriture. Et selon Rabbi Yehuda, le mot lachem, ça vient inclure même la préparation de marchirei ochel nefesh, les ustensiles. Alors comment on fait? Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Kan b'marchirin she'efshar la'asotan me'erev yom tov. Kan b'marchirin she'efshar la'asotan me'erev yom tov. Il y a une différence pour Rabbi Yehuda entre les ustensiles des kelim qu'on aurait pu préparer la veille de Yom Tov. Si on a des kelim qu'on aurait pu préparer, par exemple aiguiser un couteau, si on aurait pu le faire Erev Yom Tov, alors là s'applique le mot hu. On n'a pas le droit d'aiguiser ce couteau, même pour Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Quand Rabbi Yehuda il dit que marchirei ochel nefesh, on a le droit de préparer des kelim, des ustensiles pendant Yom Tov, c'est à condition qu'on n'aurait pas pu le faire la veille. Mais si on aurait pu le faire la veille, il est contre l'idée qu'on va repousser ses travaux pour Yom Tov. Et donc il interdit. Donc il dit le mot hu velachem, ça parle de deux scénarios différents. Hu, ça veut dire que c'est seulement la nourriture, parce que tu aurais pu le faire la veille, donc tu ne peux pas le faire le jour même. Lachem, ça comprend tous vos besoins, y compris s'il y a un besoin de préparer un cli, c'est dans le cas où on n'aurait pas pu préparer le cli la veille, et Rabbi Yehuda permet le jour même de Yom Tov. Amar Rabbi Yehuda man Shmuel, shefud, shipud, shnirtzaf, asur le takno beyom tov. Encore une fois, on dit une brochette, comment on dit en français? Une broche dont l'extrémité s'est brisée, on ne peut pas les taken auto beyom tov. Et la Gemara dit pshit, ben, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que c'est metaken. Alors la Gemara dit non, l'autre sricha de afalgar de mafshit beyadei, même si le tikkun se fait facilement avec les mains. Disons on a un truc, même une broche qui est un peu qui est tordue, et tu fais avec tes mains, tu arrives à le chose. Même ça, c'est interdit. Ve'amar Rabbi Yehuda man Shmuel, shafud shetzalud bo basar. Une broche qu'on a déjà utilisée pour rôtir de la viande, asur le taltelo beyom tov. Après qu'on a rôti la viande, après qu'on a utilisé la broche, on ne veut pas transporter la broche. À cause de deux raisons. D'abord parce que on aurait pu le transporter dans le but de cuisiner, dans le but de rôtir. Mais une fois qu'on a fait, une fois que mission accomplie, on a rôti. Alors, il n'y a pas de justification de le transporter. Et deuxièmement, il est sale. Il est sale maintenant parce qu'il y a toute la graisse qui s'est attachée et ça devient maous, ça devient comme moux. C'est un truc dégoûtant. Il y a pas, ça devient comme moux. Sur le Taltelo beyom tov. Rav Ada Barahava Amar Rav Malkio Shomto. Alors, qu'est-ce qu'il fait Shomto? Il le fait tomber par terre. Et après, quand il est par terre, il a avec son pied ou quelque chose, il le pousse. Repousse ou menicho bekeren zabit. Ça s'appelle tiltul betzad. Tant que tu transportes pas d'une façon normale, tu donnes un coup de pied ou avec ta main comme ça avec ton coude, alors ce serait permis de bouger. Et tu le mets du côté de la maison, du côté de la salle. Pourquoi faire? Pour en sorte que quelqu'un ou personne va se blesser parce que c'est tout de même un implément qui est pointu. Amar Rav Chia bar Ashi Amar Rav Huna. Selon, il y a une précision de Rav Chia bar Ashi au nom de Raï. Tout ça, c'est seulement si
il y a tout de même un peu de viande qui reste rattachée à la broche. Donc si c'est comme ça, c'est pas moksé. Parce que comme il y a un peu de viande, on peut transporter le shfoud à cause de la viande. Mais Ravina Amar, et ça c'est la lacha, afal pi she'ein alav basar, même s'il n'y a pas de viande qui reste rattachée à la broche, mutar le taltelo, on a le droit de le bouger. Pourquoi? Et même le bouger, l'autre d'une façon bizarre, le bouger, le transporter d'une façon normale. Pourquoi? Midi de habe akot bereshut rabim. Parce que ça ressemble le cas de s'il y a, je ne sais pas comment on dit un code, une épingle qui se trouve par terre dans un endroit public où les gens, il y a du va-et-vient, et ça représente un danger. Donc on a le droit, Yom Tov ou Shabbat, de le bouger, il faut juste préciser. Mais comment on le bouge? On va, oui, mais 4, on peut même le ramasser. Mais 4, pas plus que 4 amotes. C'est-à-dire qu'on le ramasse, on bouge quelques amotes, on s'arrête. Encore une fois, on prend 2-3 pas, on s'arrête, juste au cas où, juste qu'on le met aux côtés de la route, de sorte que personne risque de se blesser. Ok. Donc il dit la même chose, exactement la même chose avec la broche qu'on ferait avec une épingle. Ça représente un danger, donc tu as le droit, même s'il n'y a pas de viande qui reste attachée, tu es entièrement autorisé de le mettre de côté. Amar Rav Chinana, Berei de Rav Ika, Shefud, Shfachot, Vegumot. Rav Malkio. Donc il y a 3 sugiot, il y a 3 sujets. Un sujet qui s'appelle, on parle de la broche, l'autre on parle de shvachot, on parle de servante, et l'autre gumot, on va voir, c'est un petit peu un creux dans la peau dans lequel poussent les cheveux. Mais ces 3 sujets, l'auteur de ces enseignements, c'est Rav Malkio, tandis que blorit, efamikle vegvina, quand on parle, blorit c'est comme un morceau de les cheveux. Quelquefois on appelle ça, en Angleterre on appelait ça punk. Punk, ils faisaient des coiffes de cheveux un peu bizarres, ils avaient comme ça une mèche, une banane, voilà un truc comme ça. Mais c'était à l'époque pour les goïms, c'était pas seulement à la mode, c'était un signe qui faisait partie d'une idolâtrie. Et ils utilisaient ça en temps, il y avait une coiffe qui représentait une espèce d'idolâtrie, donc c'était un peu plus grave qu'une coiffe. Et alors ça, on parle de blorit, efamikle, la poussière, les cendres plutôt, et gvina. L'enseignement de ces 3, l'auteur de ces 3 enseignements, c'est Rav Malkia. Vous entendez, il y a 2 rabbanim qui ont des noms qui se ressemblent. Il y a Rav Malkia et Rav Malkio, et ça se confond. Donc on nous dit ici que ces 3 sujets, Shvod, Shafud, Shvachot, Gumot, c'est Rav Malkio, tandis que Blorit, Efamikle, Vegmina, c'est Rav Malkia. Vous savez quoi, on va regarder un Rashi ici, qui explique un petit peu très vite. On va voir le Rashi qui dit Shari le Taltule. Le Rashi qui dit on a le droit de transporter une broche. Le Rashi qui dit Shari le Taltule. Vous voyez? Shari le Taltule betil gamour. On peut le transporter même sans on n'a pas besoin de le balayer les pieds. On peut le ramasser. Le Tiltul gamour ou le salko et le virer. Chez Loïzokubo Anshei Beito, de sorte que les gens dans sa maison ne vont pas être blessés. Par la broche, parce que c'est un truc pointu, c'est dangereux. Midi de Haba Kotz Berishut Arabim, ça ressemble au cas d'une épingle dans un endroit public. De Amar Beperekira chez Isikua, de Mutar le Holicha Pachot Midaladamot, on a le droit de le transporter, mais il faut encore une fois s'arrêter un peu moins que 4 amot quand on est dans un endroit public, parce qu'on n'a pas le droit de l'étaltel machou, mais une épingle, un truc on peut le ramasser, on peut le bouger, jusqu'au moment où on l'a mis de côté, de sorte que personne ne va se blesser. Oui.
quelque chose qui n'est pas dangereux. Aussi, moins de 4 avant, Oui, mais ici on parle de quelque chose qui est mouxé. Encore une fois, c'est ça le chidouche, l'enseignement. Que ce soit un code qui m'épingle ou que ce soit le shvod, tous les deux ils sont mouxés. Et néanmoins, c'est ça le chidouche, on a le droit de l'amasser parce que ça représente une menace aux gens, c'est des gens à danger pour les autres. Oui, René. La brosse, on l'utilise la première fois. Oui. La deuxième fois, non. Pourquoi pas? Donc on peut utiliser la plusieurs fois. Bien sûr, si c'est un truc en métal, un oui. broche en métal, ça, par définition, on l'utilise à plusieurs occasions. D'accord, voilà. Shefod, maintenant dans le prochain Rashi, Shefod, Shvachot, Begumot, Rav Malkio. Je lis assez vite parce que. Eilu, Shalosh, Halachot, Rav Malkio, Amaran. Ces 3 enseignements, l'auteur c'est Rav Malkio. ולא רב מלכיה, pas רב מלכיה, מפני ששמותיהם דומים זה לזה, ויש שמחליפין שמועה של זה בשל זה. Il y a ceux qui confondent. À cause du fait qu'il y a ceux qui se confondent entre ces deux noms, נתנו בהם סימן לסדר השמועות. On a établi comme des simanim, un siman, pour faciliter aux gens de se rappeler qui a dit quoi. Shfud ou Shfod, Hada Amaran, c'est le cas justement, c'est le cas dont on vient de traiter maintenant. Shvachot, c'est quoi le cas de Shvachot, des servantes? Mishnahi bektubot, Rabbi Eliezer Omer, afilu hichnisa lo mea Shvachot, même si une femme qui vient de marier est riche, et en tant que Nedunia, elle a fait rentrer chez lui 100, elle a une dot, elle a 100 philippinotes. Elle a fait rentrer chez lui le monsieur. Néanmoins, Kofa la asod betsemer. Le mari est censé obliger la femme de faire un travail quelconque chaque jour. Pourquoi? Shabatala mevial yedei zima. Parce que être dans un état où on ne travaille pas, on est batel, c'est dangereux pour une femme parce que ça risque d'entraîner que la femme va entrer dans zima. Zima, c'est un comportement sexuel interdit. Alors, si une femme qui est battelle à la maison en train de rien faire, c'est dangereux. Donc, même si la femme est riche, elle apporte, elle n'a pas besoin de travailler, le mari a le droit de lui demander, tu vas faire ça chaque jour, tu vas faire ça, pas beaucoup, mais un petit peu, pour faire en sorte qu'il n'est pas bêté là. C'est à l'époque, ça. Je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais aujourd'hui que ce soit, je veux te dire, sans parler de zima, de trucs sexuels et tout ça, mais que ce soit un homme ou une femme, c'est très très malsain d'être dans un état de batala. Quand on n'est pas en train de faire... on a connu un voisin avant des années et il est sorti, il est allé à la retraite. Il était bien, il était en forme. Et on a vu comment il s'est dégradé presque de semaine en semaine. Il était subitement, il a cessé de faire quelque chose dans la vie. Et on a vu un beau jour, il sort dans le jardin avec sa canne. Il n'avait pas de canne après. Après, il sort, il avait un qui s'est galgalé dans une chaise roulante. Après, il est mort. C'est important que quelqu'un est actif, il est pris, il fait. Ça, c'est absolument, ça c'est la vitalité qui préserve la personne. Ça, c'est sans cette dimension de problème sexuel. De toute façon, ça c'est shvachot. Qu'est-ce qui se passe? Ve'amar Rav Malkio, halacha ke Rabbi Eliezer. Gumot, c'est quoi Gumot? Shma'atahi. Shma'ata, c'est un enseignement. Un enseignement qui a... Quand on dit Shma'ata, c'est un enseignement pas des Tanaïm, un enseignement des Amoraïm. Velo ne'emra à la Mishnah, velinyan shtei se'arot, dimnim se'ula, si on veut établir l'âge d'une fille pour savoir à partir de quel moment est-ce qu'elle devient bogeret, disons bogeret, c'est adolescente, alors, un des signes qu'elle veut avoir des cheveux. Des poils. Pardon, des poils. Des poils pubiques. C'est sous les selles? Sous les selles, je pense. Non, C'est les selles. non, Non, n'importe où. Tout, n'importe N'importe où. Partout. Partout. Non, les endroits où normalement les poils poussent une fois qu'elle devient une femme. Ah, il y a des endroits où normalement il y a des poils. C'est pas sur les bras. Les poils sous les bras, les poils sous les bras. Entre les jambes. Non, mais d'accord. Les poils sous les bras, c'est quelque chose qui annonce les poils au niveau pubis. Okay.
On a j'oublie qu'on a un expert parmi nous. Oui, un expert. C'est la même chose pour les autres. La même chose pour les qui arrive autres. à devant. C'est ça, Alors, justement, elle dit que c'est la même chose avec les garçons. Il faut préciser. S'il y a des poils qui poussent, que ce soit un garçon ou une fille, avant l'âge de 12 ans, ce n'est pas des poils qui s'appellent des poils pubiques. On appelle ça du duvet. C'est pas Le duvet, c'est pas du poil. Oui, c'est des poils, mais on appelle ça comme Non, mais ça. c'est très petit le duvet. Oui, Le poil, il est mais les vrais poils dont on parle, c'est des poils qui poussent à partir d'un certain âge, c'est un signe de puberté. C'est pas un signe les duvets qui apparaissent au niveau du pubis, c'est pas un signe de. Exactement, c'est pas exactement. C'est les poils dessous. C'est exactement, c'est ça ce que j'essaie de dire. Mais Le duvet, encore une fois, c'est possible de voir des poils auparavant, mais c'est pas un signe de puberté, tandis que les poils pubiques, oui. De toute façon, la goumotte chez le makom se'ar, si on trouve ces petits creux dans la peau, c'est des creux dans lesquels normalement poussent des cheveux, des poils. En dépit du fait qu'il n'y a pas de poils. Godolahi vecholetzet de'en guma ela imken hayaba se'ar elash nashrut. On nous dit que même si tu ne trouves pas un poil, par définition, s'il y a ce petit creux dans la peau dans lequel pousse le poil, c'est un signe qu'il y a eu un poil. Donc même si c'est possible que le poil a été là, il est tombé, mais le petit creux dans la, ça s'appelle comment ça s'appelle, gouma. Voilà, c'est un signe qu'il y a eu un poil. On a besoin au moins de deux. le port de la peau. Pardon? Le port, ça s'appelle le port. Le port. Okay. On continue, prochain Rashi qui parle de blorite, ça c'était les cheveux de Masechet Avodah Zara. Val Braite Neemra Had Rav Malkia, le Pirusha le Braite, Detanu Rabbanan, Kuti, chez Mistaper Misa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un goy qui va au coiffeur, et le coiffeur il est juif. Kevan Shehigia le Blorito, Shomet et Yado, Mipnei, une fois que le coiffeur s'approche à ce morceau de cheveux qui sont en folie, alors il est interdit de s'approcher. Il ne peut pas arriver jusque la touffe de cheveux. On dit touffe. Oui, il ne peut pas arriver jusqu'à la touffe. Il doit s'arrêter quand il est toujours un peu éloigné. Parce que le gars, en fin de compte, il pousse cette touffe en tant que signe d'Avodah Zara. Et sur ça, on a dit combien le coiffeur, à quelle distance il doit arrêter. L'espace de trois doigts. L'école Ruach, tout autour de la touffe. L'école Ruach, l'école Svivoter, Loyiga, chez Imigaler, parce que s'il est en train de raser les cheveux, il arrive jusque la touffe. Ça fait en sorte qu'il est, comment on dit, il est partie prenante. Il assiste, il fait en sorte, le coiffeur, que cette touffe, elle est préservée. Et ça, si c'est un truc d'Avodah Zara, c'est interdit. Donc il s'arrête déjà une distance au moins de 3 doigts tout autour de la touffe. Et voilà. De quoi on parle là? Rashi dit Shma'ata, il y a encore une fois, c'est un enseignement de Amoraïm B'Masechet Makot, Amar Rav Malkia, Lo yiten Adam efa mikle al gabei makato mipnei shnirei kektovet ka'aka. Si quelqu'un a une blessure, il n'a pas le droit de le mettre des cendres sur la blessure, en dépit du fait que peut-être ça soulage, ou peut-être c'est bien. Pourquoi? Parce que ça a l'air comme s'il se fait un tatouage. Ça a l'air comme Marit Ein, quand il s'est fait un tatouage, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire. Gvina, c'est quoi l'histoire de Gvina? Apirusha de Matnitin, Itma B'Masechet Avodah Zara, Mipnei Ma Asru Gvinot B'Mishnatenu Ve'amar Rav Malkia, Mipnei Shemachlikin Panea B'Shuman Chazir. À l'époque des sages, ils avaient la tendance, ils avaient une habitude de lisser l'extérieur des fromages quelquefois avec de la graisse de porc. Et donc, bien sûr, ça a un problème grave. Et donc, on ne mangeait pas des fromages de goy. Et voilà. Donc, ça, c'est les sujets. On retourne à la Gemara.
comme ce qu'il faut en Italie aussi. Hein, des trucs. Et faire Makélé, tu as dit que c'était. Efamiclé, c'est des cendres qu'on n'a pas le droit de mettre ou d'étaler sur une blessure parce que ça donne l'impression que c'est peut-être un tatouage. Encore une fois, je retourne à la Gemara. Et on avait dit Rav Malkia, Blorid Efamiclé avec Mina Rav Malkia. Rav Papa Amar, une autre façon de se rappeler, Matnitin ve Matnita. Si on parle de Mishnayot ou de Braitot, Rav Malkia, l'auteur c'est toujours Rav Malkia. Shmatata, quand on parle des enseignements des Amoraïm, Rav Malkio. Le simaner est le signe Matnitin Malkata. Tu vois Matnitin Malkata, et Maï Beinaï, c'est quoi la différence? Et que Beinaï Shvachot. Donc entre les deux façons d'expliquer une différence entre Shvachot, bref, c'est pour mieux pour pas confondre entre les deux noms. Mishnah, ça fait rien, ça fait rien. Marque ça, et Baulam Abba, Bezrat Hashem, Baulam Abba, tu vas comprendre. Chaim, Plined, Baulam Abba, tout va s'éclairer. Ad Me'avesrim. On a du travail. Mishnah. Lo yomar Adam le tabach. Alors pendant Yom Tov, quelqu'un n'a pas le droit de dire à un boucher, Shekol li bedinar basar. Donne-moi une tranche de viande. Pèse-moi. Pèse-moi, qui correspond à un dinar. Il n'a pas le droit de mentionner une somme d'argent pendant Yom Tov. On a parlé un petit peu de ça avant. Pour le faire le jour même ou pour le faire plus tard? Pardon? Est-ce que l'interdiction c'est de mentionner ou c'est pour le faire? Mentionner. Il peut aller le jour même. Tu pourras me peser demain pour un dinar. Non, Non, la veille, pas de Non, problème. est-ce que le jour du Yom Tov, il lui dit pour qu'il le fasse aujourd'hui ou qu'il le fera demain après Yom Tov? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant Yom Tov. Il a besoin de la viande. Il a besoin de la viande pour son repas de Yom Tov. Apparemment, il peut lui dire fais-moi un Alors d'abord, pas seulement c'est évident qu'il n'a pas le droit de payer, il n'a même pas le droit de mentionner le prix. Alors il dit encore une fois, il dit Lo yomar adam le tabar shekol li bedinar basar aval shoched mechalek beinehem. Et le boucher il fait shrita et il départage les morceaux de viande entre les acheteurs différents. Et après, on fait les comptes après. On avait parlé un petit peu de ça avant, comment on fait pour évaluer le prix de la viande. Alors, mais la Gemara demande, hey Yavid, alors comment on fait? Tu me dis que je n'ai pas le droit de parler d'argent. Alors comment je fais quand j'arrive au boucher pendant Yom Tov pour lui faire comprendre plus ou moins la quantité de viande que je veux? Non, moi j'ai dit, donne-moi de la viande qui correspond à 200 balles, 300, 500. Je ne peux pas. Non. Et non. Justement, on va voir la viande. Il faut rentrer avec un passe, comme ça. Il faut tendre la main et dire donne-moi viande. Non. Donnez-moi 3 côtelettes. De sa bonne humeur, il te donnera le morceau qu'il voudra. Non, donnez-moi 3 côtelettes et ça suffit. Il n'a pas à lui dire le poids. Ok. C'est intéressant, comme on va voir ce que la Gemara va dire. Qu'est-ce qui fait qui a des Bessoura dans le pays de Soura qui est de l'autre côté de la rivière du Jourdain. Amrei Tarta ve Palgu de Tarta. Alors Tarta, c'était quand on avait l'habitude les bouchers de couper d'une façon systématique la viande dans des tranches. Il y avait des tranches qui étaient normaux, comme les normales. Des tranches normales. Standard, exactement. Ça, c'est le mot, standard. Il y avait des tranches standards. Alors, il y avait des mots différents qu'on utilisait pour ces tranches selon le pays dans lequel on vivait. Alors, Soura, on appelait la tranche tarta, on pouvait dire la moitié d'un tarta. Donne-moi une tranche, donne-moi la moitié d'une tranche. Et le boucher, il comprend. Azaman tarta ve palgu tarta. Ben Narash, c'est un autre endroit. Amrei chalka ve palgu chalka. Pumbadita, c'est une ville en Babel. Amrei Uzia ve palgu Uzia. Ben Nahar Pekod, ou ben Mata Mechas, c'est le nom d'encore 2 endroits. Amrei disait Riva ve palgu Riva. Mais tout ça, ça revient au même. C'est dans chaque endroit, on utilisait des noms différents qui indiquaient la tranche standard que le boucher coupait, et on disait donne-moi une tranche ou la moitié ou la tiers d'une tranche. Et voilà. On n'a pas besoin de parler d'argent. Hein? Aujourd'hui, on a des numéros. C'est vrai. De la 5, le 8, c'est le 25. C'est pas la taille, numéro 3. On parle de taille ici. Oui, tu as raison. Il a raison. Ça se passe quelquefois. Il a raison.
Parce que les numéros, il me semble, numéro 5, c'est pas la taille. Il peut avoir numéro 5, mais dans des poids différents. Je suis d'accord avec toi, mais si on avait dit, comme on a précédemment étudié, si on se rappelle, qu'on va reprendre une bête du même gabarit, et grâce à ça, on va savoir que le numéro 5 de cette bête qui n'a pas été au moment où il correspond à l'autre. Ça correspond à ce que j'ai déjà acheté. Donc il a raison, c'est moi aussi j'ai raison. Toi aussi, alors voilà, ça c'est la conclusion. Voilà. On a fait shalom. C'est shalom Moi j'ai raison, et lui il n'a pas raison. Oui, c'est shalom aleinu val kol emuna. Non, mais moi j'ai un problème. Non. D'abord, si Yehuda a un problème, il faut fêter. Parce que s'il a seulement un problème, c'est une raison d'être dans une grande joie. Toute la Gemara sur cette Mishnah, c'est savoir que dans d'autres pays on appelle ça Tarta et dans l'autre pays on appelle. C'est ça la Gemara? C'est ça la Gemara. Non, mais ça veut dire encore une fois, c'est un principe que si tu es en Amérique ou en Russie, alors tu dis, tu as le droit, tu arrives à un boucher et tu me dis, bon écoute, donne-moi une tranche, et tu as le droit d'utiliser le langage spécifique du pays qui indique la tranche standard. Tu as le droit. Oui. Comment on gère le fait que, enfin, c'est-à-dire que le boucher il travaille chez Yom Tov, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, mais qu'il aille voir en disant ouvre-moi ta boucherie pour me donner de la viande. C'est quoi le. D'abord, on avait vu qu'il n'y a pas de problème. La même façon que tu peux te préparer de la nourriture pour ton repas, tu pourrais préparer aussi la nourriture pour le repas de quelqu'un d'autre. Pour Yom Tov, Ochel Nefesh. Et le boucher, il aurait le droit de faire shrita ou de couper de la viande pour les autres. Le seul problème qu'on n'a pas le droit de faire un acte commercial, un acte de vente ou d'acquisition pendant Yom Tov. Alors c'est pas une vente, dans le sens on ne parle pas d'argent, on ne lui a pas passé de l'argent. Mais en attendant, après Yom Tov... On n'attend pas Yom Tov pour aller acheter de la viande pour faire à manger. Oui, mais ça se passe... Non, bien sûr, tu as raison. Ce n'est pas un cas normal. Normalement, tu as raison, dans les cas normaux. Mais juste pour nous dire que même dans ce scénario, c'est permis de se comporter de cette façon. Encore une... Je suppose que le boucher, Yom Tov, il était fermé comme les autres. Non. À vrai dire, au Maroc, par exemple, le Yom Tov tout était fermé comme si c'était le Shabbat. Et puis c'était Kouda. On en parle. Ok. Voilà, c'était Tzadiki aussi. Encore une Mishnah, messieurs. Dans quel pays tu vas voir? Omer Adam le Chavero. Alors maintenant, quelqu'un a le droit de dire à quelqu'un d'autre, Maleli Kli Ze. Encore une fois, quelqu'un il va dans un magasin pendant Yom Tov. Alors il a dit, il apporte un clé, une bouteille qui est vide. Il donne la bouteille au marchand, il dit remplis-moi cette bouteille, ça va être peut-être de l'huile d'olive, peut-être avec du lait, peut-être, je ne sais pas. Alors, là, il a le droit de dire au marchand, remplis-moi s'il te plaît ce clé. Aval, l'obomida, mais il ne peut pas encore une fois préciser. Un litre, exactement, dire un litre, indiquer une mesure. C'est joué aussi. Oui, mais le pays, lui, contient une certaine mesure. C'est joué aussi. On sait qu'il contient un litre. On a le droit de jouer. On a le droit de jouer. Hein. Oui, non, on a le droit un petit peu d'être souple. Mais en attendant, on n'a pas le droit d'utiliser les termes d'affaires. C'est intéressant. Ce cas, il s'est passé en Afrique. En Afrique. Ouais. Il y a un Africain qui est venu dans un magasin comme ça, avec une bouteille vide. Et le type du magasin, donne-moi 1 kilo de pommes de terre. C'est un humoriste qui a raconté ça. Je dis que c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se font en dehors du langage usuel qu'on utilise. Comme par exemple, remplis-moi la bouteille, c'est pas donne-moi une quantité. Normalement, on aurait tendance à dire donne-moi quantité X qui va correspondre à quantité tant d'argent. C'est pour ça qu'il faut improviser pendant Yom Tov. D'un côté, le type, on lui permet de recevoir le liquide qu'il a besoin, mais il faut le faire d'une façon qui est... Détourné, enfin, avec le chinouille, quoi. Oui, le chinouille, exactement. Le langage non parlé. Le langage non parlé représente une infime partie de la communication. Ça, c'est vrai. Je communique avec mes mains, avec mes regards, avec l'intonation. C'est essentiel. Tu as raison, mais ici, on parle, encore une fois, on est un petit peu plus... le type, il veut encore une fois aller à une épicerie, il y a de l'huile qui lui manque, il y a de lait qui lui manque, il y a quelque chose. Il
dit, tiens, remplis-moi le cli, c'est permis, mais il n'a pas le droit de parler en tant que mesure. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Kli, Shel Mida, Lo Yimalenu. Mais si le cli qu'il apporte, c'est un cli spécial qu'on utilise pour mesurer. Ce n'est pas n'importe quel cli, c'est un cli qu'on utilise pour établir la mesure. Là, selon Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit. On va en parler plus tard. Maaseh Abba Shaul ben Botnit, il y avait un cas qui concerne un certain Abba Shaul ben Botnit, Shayam Memalem Midotav Me'erev Yom Tov. Lui, il avait l'habitude de remplir les midot. Il avait encore fait des kelim qui représentaient des midot. Ils avaient des kelim d'un litre, un demi-litre, plus, moins. Il les remplissait la veille de Yom Tov. Et donc les gens qui arrivaient, ils n'avaient pas besoin de mesurer, parce que c'était déjà mesuré avant. Abba Shaul Omer, Af ben Moed Oseken. Il dit pas seulement pendant Yom Tov, même pendant Chol HaMoed, il faisait comme ça. Pourquoi? Mipnei Birurei Hamidot. Birurei Hamidot, on va en parler, mais il me semble, vous entendez, il me semble que quand on verse, disons, du vin dans un récipient, il y a comme des bulles. La mousse, il y a de la mousse. Et ça prend quelquefois du temps jusqu'à cette mousse elle disparaît. Donc pour s'assurer qu'il va donner, il va transmettre au client exactement la quantité de liquide qu'il a, il versait ça la veille. Et jusqu'au lendemain, bien sûr, la mousse était partie. Il pouvait s'assurer qu'il lui donnait exactement. Ça c'est un. Et deux, il dit, tu sais, même un jour de chol, il n'y a pas de problème de mesurer. Mais néanmoins, il préparait les midot la veille. Pourquoi faire? Mitsuya midot. Quand tu remplis un cli, il y a dedans du miel, il y a dedans un liquide qui est un peu... visqueux. Oui, ça prend du temps, jusque tout sort. Alors ça peut prendre pas mal de temps. Alors c'est pour ça qu'il laissait ça suspendu à l'envers la veille, pour faire en sorte que tout le contenu du cli était sorti, était bien sorti. Comme ça, encore une fois, le lendemain, quand il donnait au client, il donnait 100% la chose, il ne voulait pas voler. Exactement. Ça n'a rien à voir avec Yom Tov, à la limite. Ça c'est rien à faire avec Yom Tov, c'est plutôt à faire s'empêcher d'arriver à un truc de vol. Regardez, non, attends, juste le dernier Rashi sur la Mishnah. Rashi qui dit Af bechulo shel Moel, l'avant-dernier Rashi. Bagmara mefresh ta'ama velo garsinim b'matnitin mipnei birurei amidot v'id gars lei vehen ha'alat retichot. On parlait de la mousse. Prochain Rashi mipnei mitsuy amidot shaya mocher shemen. Par exemple, quand il vendait de l'huile, hayalo midot harbe. Il avait plusieurs bouteilles ou récipients de quantités différentes. Mevi'in alekuchol klehen. Et encore une fois, la coutume était que les gens qui venaient acheter, ils y apportaient leurs ustensiles. Alors chacun, il lui donnait en fonction de la quantité, de la grandeur du cli qu'il apportait. Il y a un, il avait une bouteille d'1 litre, l'autre, il avait un récipient de 5 litres. Et donc, encore une fois, il faisait en sorte que dès le soir précédent, dès la veille, il versait la bouteille d'huile ou de miel, de sorte qu'il était sûr que le lendemain, tout était sorti. Ah, ça veut dire que... Attends, ça veut dire qu'ils amenaient déjà leur kéli la veille. Oui. Ah, mais c'est pour le cas de... Comment il s'appelle le Sora? Moi, je suis à leur place. Oui. Je respecte toutes les halachot. Et puis, le Yom Tov, c'est ce gars-là, au lieu d'être à la synagogue pour prier, il est en train de faire du commerce. Attends, tu es à l'Isaac Lishpok Kol Yehudi le Kafsout. Il était à la synagogue. Il a prié longuement avec beaucoup de kavana. Après, il s'est dit, tu sais quoi, ce serait sympa si j'ajoutais au repas un certain élément, un certain plat. Et je me rappelle que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas acheté la veille. Donc, il a une option d'aller. Il va dans le village, il va dans le marché. Il va s'acquérir la chose qu'il a oubliée. Parce qu'il a entendu que René va venir le visiter pour le repas. Il dit, bon, je vais pour René dans son honneur lui donner un plat succulent, comme on faisait au Maroc, un truc qui va vraiment apprécier. Et je vais aller justement apporter ces épices qu'on vendait au Maroc. Et voilà,